Je m'appelle Rabassi. Je suis la troisième femme du Teng Soba. Je vis à Touroum, en pays Mossi. Le Teng Soba, le chef de terre, c'est le patriarche de la famille. Il décide de tout. Chez les Mossi, les vieux ont presque tous les pouvoirs. Sibdou, sa première épouse, lui a donné un garçon et 5 filles. Poko, sa seconde épouse, a 2 filles. Noré, son fils, est retourné au pays des ancêtres. Rabassi, sa troisième épouse, a eu 8 enfants. 3 sont repartis et 5 sont toujours vivants. Marie, la petite dernière, a 18 jours seulement. Rimungo, sa quatrième épouse, n'a pas plus de 20 ans. Son premier enfant est un garçon. Le Teng Soba est très fier. Il a déjà plus de 60 ans et sa famille continue encore de s'agrandir. Le Teng Soba a vraiment de la chance. Avec 4 femmes et 14 enfants, il a beaucoup de bras pour cultiver ses champs. Les Mossi forment l'ethnie la plus importante du Burkina Faso sur le plan démographique. Leurs traditions ont plus de 5 siècles. Ils vivent principalement d'agriculture et d'élevage. Le chef de famille gère les champs collectifs. Ses épouses et ses enfants travaillent tous pour lui. Les champs de mil servent uniquement à nourrir la famille. Les autres récoltes peuvent être vendues. Récolte de riz, nous avons de quoi célébrer nos fêtes. S'il en reste, j'en vends un peu pour acheter mes noix de cola. Lorsque la saison des pluies arrive, c'est moi qui dis à ma famille, « Venez, mettons-nous au travail, car ce que l'on gagne par soi-même n'a pas de prix. » Et nous semons. Aujourd'hui, c'est moi qui ai décidé que nous devions semer malgré le manque de pluie. Les femmes reçoivent chacune un lopin de terre dont elles conservent la production pour leurs achats personnels. Elles ont le droit d'exploiter cette terre seulement quand elles ont fini de travailler dans les champs collectifs. Chez les Mossi, les familles vivent dans des enclos constitués de différentes cases. Une grande case rectangulaire pour le patriarche, une petite case ronde pour chacune des épouses, où elles dorment avec leurs filles et leurs jeunes enfants. Dès l'adolescence, les garçons quittent l'enclos familial pour s'installer en retrait dans une case indépendante. La cour est le domaine des femmes. Elles sont sous la coupe de la vieille, terme respectueux qui désigne la première épouse du patriarche. La nuit tombée, aucun homme ne pénètre plus ici. « 4 heures du matin, les femmes commencent leur journée. La 4e épouse du Teng Soba est la dernière arrivée.
Elle est corvéable à merci, tout comme Rimdela, l'épouse du fils aîné. La troisième épouse prépare les soins de son bébé. Le guérisseur lui a conseillé une décoction de plantes pour éloigner les maladies. Le nom de l'herbe, c'est Sanranska. Je purge mon enfant pour que les impuretés sortent vite. Si la journée des hommes commence également au lever du jour, le rythme n'est pas le même. Ado, le fils de Rabassi, lui, n'a jamais pilé de mil. Comme dans la plupart des pays, les travaux domestiques sont attribués aux femmes. La vieille est la seule à jouir d'une certaine autonomie. Considérée comme la mère de tous les enfants, elle peut se faire aider dans tous ses travaux. Je m'appelle Sibdou. Je suis la première femme. C'est moi qui seconde mon mari pour régler tout ce qui se passe à la maison. C'est parce que nos familles s'entendaient bien que j'ai été donnée à la famille du Tengsoba. Je suis venue ici et tout va bien entre nous. Je ne sais pas exactement depuis combien d'années je suis ici. Mais je peux dire que mon fils aîné a plus de 30 ans. Sibdou a gardé sa dernière fille pour l'aider à cultiver sa parcelle. Quand elle sera mariée, un autre enfant d'une de ses coépouses la remplacera. Les enfants sont souvent confiés aux femmes les plus âgées. Les mères ne sont pas véritablement séparées de leurs enfants, mais il serait malvenu de leur part d'intervenir trop directement dans leur éducation. La vieille considère tous les enfants du Tengsoba comme les siens. La vente des produits de son champ lui permet de remplir son rôle de mère. Les arachides, ça rapporte de l'argent. On peut acheter ce qui nous fait plaisir à nous et aux enfants. Depuis que je suis entre les mains du Tengsoba, je n'ai pas à me plaindre. Des enfants, j'en ai eu. À manger, je n'ai jamais manqué. Si quelque chose me manque, et si le Tengsoba en a, il me le donne. Les 3 femmes qui me suivent, il les a trouvées tout seuls. Je ne m'en suis pas occupée. Pour le reste, quand je peux l'aider, je le fais. Ma belle-fille Rimdela, à l'origine, elle avait été promise par son père au Tengsoba. Les vieux allaient souvent boire de la bière de mil ensemble. Ils se sont mis d'accord.
Pour nous les femmes, c'est comme ça, que tu le veuilles ou non. C'est Dieu qui a fait les choses ainsi. La femme doit suivre son mari jusqu'à sa mort. Moi et mon fils, nous apprécions beaucoup Rimdela. Après avoir fini dans les champs collectifs, elle travaille dans mon champ et tant que ce n'est pas fini, elle ne va nulle part. Elle m'aide beaucoup, jour et nuit. À tour de rôle, les femmes préparent le sagbo, le plat traditionnel à base de farine de mil. Matin et soir, c'est le plat unique. En ce début de saison des pluies, il est accompagné d'une sauce de feuilles de baobab. Les hommes sont servis à part, le chef de famille en premier. Quand j'ai donné sa femme à mon fils aîné, j'ai réuni les anciens du village. Je leur ai dit que j'allais donner cette fille qui m'était promise à mon fils. Ce jour-là, j'ai redistribué 6 filles qui m'étaient destinées. J'en ai donné à d'autres jeunes du village. Une femme doit suivre tes conseils et être capable de te préparer le sagbo. Les Mossi vivent de leur récolte. L'absence de pluie signifie. On ne peut rien faire contre la sécheresse. On prépare les champs, on sème et on attend. Nous comptons sur Dieu et sur les pluies. Avec 4 femmes, c'est au chef de famille de maintenir la paix entre elles. Quand tu as une seule femme, c'est elle qui t'apporte de l'eau et qui s'occupe des visiteurs. Lorsque la deuxième arrive, elle prend la relève et ainsi de suite pour les suivantes. Certaines tâches sont réservées à la plus jeune épouse et tout se passe bien. Dans ma maison, je ne vais pas mentir à Dieu, il n'y a pas de dispute. Mais c'est vrai qu'il y a des familles où les femmes se battent à coups de poing. Nous les femmes, on vit comme la langue avec les dents. Parfois on se mord, mais ça ne va pas plus loin. Si tu es seul, tu dois tout faire. Lorsque ton enfant est malade, tu dois aller chercher des médicaments, tu dois faire la cuisine, puiser de l'eau. Et si tu es malade, l'homme est obligé de demander de l'aide à quelqu'un de l'extérieur. Ça, c'est dur. Nous, on s'entraide beaucoup. Lorsque je m'absente, mes enfants vont chez mes coépouses ou chez la vieille. Si le Tengsoba veut prendre une autre femme, nous, on veut bien. Même si les épouses du Tengsoba se rendent service, la jalousie est un sentiment courant au sein des ménages polygames.
Il est rarement exprimé car il met en danger l'équilibre de la famille. À la mort du Tengsoba, ses frères et ses fils hériteront de ses épouses et de ses terres. Je prendrai autant de femmes que mes possibilités me le permettront. Les autres, je les laisserai à mes petits frères. Pour les frères et les fils, épouser les veuves est un devoir. Mais pour les veuves, ce second mariage n'est pas une obligation. C'est un droit qui leur garantit un statut social et une protection économique. En pratique, elles refusent rarement, car il leur est difficile de se débrouiller seules. La saison des pluies a plus d'1 mois de retard. Le Tengsoba décide quand même de poursuivre les semis. S'il n'y a pas d'orage avant 10 jours, tout sera à recommencer. La famille a déjà semé une fois lorsque les premières pluies sont tombées, au mois de mai. Après 50 jours de sécheresse, tout est à refaire. Marie a 4 semaines maintenant. Elle passe ses journées dans les champs. Les pauses allaitement sont nombreuses. C'est l'occasion pour Rabassi de souffler un peu. Maintenant que tout est semé, l'attente de la pluie, l'inquiétude est grande. Tous les 3 jours, c'est le marché à Pisila, la ville voisine, un moment important dans la vie des villageois. Dès que les plantations sont terminées, chacun trouve une bonne raison pour s'y rendre, même s'il faut marcher 2 heures en plein soleil. Rabassi était de cuisine, mais elle s'est fait remplacer par la dernière épouse. Poko, la seconde épouse, l'accompagne. Ici, les femmes se déplacent rarement seules, c'est mal vu. Comme la plupart des vieux, le Tengsoba s'arrête en chemin. Une petite pause à Touroum, réputée pour son rhum, sa bière de mil. C'est la seule boisson alcoolisée locale. Sa fabrication est réservée aux femmes qui peuvent ainsi gagner de l'argent. Cette bière joue un rôle social essentiel. Elle est indispensable aux moindres tractations et c'est en partageant une calebasse de rhum qu'on scelle les alliances. Rabassi est venu vendre 2 plats de mil pour acheter des médicaments. Son bébé a de la fièvre. Mi-juillet, l'implacable, toujours aucun signe de pluie.
Les Mossis sont animistes. De nombreux rituels et sacrifices sont consacrés aux esprits des ancêtres pour chasser les maladies, avoir des enfants ou protéger les récoltes. Certains devins sont réputés pour faire tomber la pluie. Mais les anciens sont formels. Il faut être très prudent, car un déluge serait encore pire pour les semis. Il faut donc attendre la volonté de Dieu. Avant, on semait. On attendait que ça pousse et on faisait des rituels pour avoir de bonnes récoltes. Maintenant, on ne peut rien faire, on reste là à attendre. S'il ne pleut pas avant 3 jours, tout va mourir. Les jeunes pousses seront grillées et même l'herbe pour les animaux. Ça va être grave. La fille de la seconde épouse, Téné, n'a pas une minute de répit. En plus de toutes les tâches ordinaires, c'est elle qui récolte les feuilles de baobab. Un exercice réservé aux jeunes. Les feuilles de baobab se récoltent uniquement en cette saison. Séchées, pilées, elles seront utilisées tout le reste de l'année pour préparer la sauce gluante qui agrémente le sagbo. Les esprits semblent avoir entendu la plainte des hommes. Pour la première fois depuis des semaines, le ciel se couvre. L'espoir remplace l'inquiétude et le spectre de la famine recule avec l'avancée des nuages. On ne peut pas comparer la vie d'aujourd'hui à celle d'avant. Quand tu es vieille et que tu as tes enfants autour de toi, la vie te convient. À chaque fois que le père ou la mère d'une de tes femmes meurt, tu dois offrir une chèvre ou un mouton. C'est difficile. Celui qui n'a qu'une seule femme, au moins, il est sûr de ne pas sortir 3 bêtes, mais celui qui en a plusieurs... Je me demande si mon fils pourra prendre plusieurs femmes. Ce n'est pas une tâche facile. Tengsoba s'inquiète à juste titre. Les conditions de vie des Mossis ont beaucoup changé depuis une trentaine d'années. Des lois interdisant les mariages arrangés ont été votées et les services de santé incitent à la limitation des naissances. Comme presque partout en Afrique, la remise en cause de l'ordre traditionnel est générale. Elle atteint même les campagnes les plus reculées.
Tanna est une île volcanique du sud de l'archipel du Vanuatu, anciennement appelé archipel des Nouvelles Hébrides. L'océan Pacifique, un volcan, le danger cerne le peuple de Tanna de toutes. Confrontés aux missionnaires pendant plusieurs décennies, certains habitants ont progressivement choisi de revenir à leur mode de vie traditionnel. Au cœur de la forêt, coupés du monde, ils perpétuent fidèlement les coutumes et les traditions héritées de leurs ancêtres. Ils n'acceptent le monde moderne que dans la mesure où il ne met pas en péril l'équilibre de leur société. Tanna est une île rebelle, fière d'être rebelle. Ici, l'homme est comme le banyan, cet arbre gigantesque qui vit et se reproduit sur place. L'homme de Tanna est enraciné à sa terre. S'il quitte son territoire, il devient une ombre sans avenir, et les mauvais esprits de la forêt s'acharnent sur lui. Les villageois de Tanna sont séparés en deux clans. Une frontière invisible les sépare. Chaque clan vit sur des territoires distincts de part et d'autre de la place centrale du village. La vie quotidienne s'organise autour de cette place, réservée avant tout aux hommes. Les femmes ne peuvent la traverser que de bonne heure le matin ou à l'occasion de cérémonies rituelles. Tu sais comme moi que nos coutumes sont très importantes. Cependant, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous les transforment et les pratiquent à leur manière. Toi, tu t'efforces de retenir les jeunes ici et tu t'efforces à maintenir cette coutume qui nous aide à manger un petit cochon et un peu de kava le soir. Tous les jours, en fin d'après-midi, les chefs des deux clans échangent leurs idées devant les villageois.
Chacun s'assoit sur le bord de la place située du côté de son clan. Les chefs prennent la parole au centre de la place, sans jamais franchir la frontière invisible qui la sépare en deux. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Ce serait dommage de perdre nos traditions, on doit les défendre. Et on peut les préserver en marchant main dans la main. Tu es un chef et je te suis. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons maintenir notre coutume en éveil. À ce propos, les jeunes ont besoin de savoir l'essentiel sur le mariage. Quand ils ont un bébé, ils doivent honorer la femme qui allait et prendre soin d'elle en évitant de lui faire un autre enfant. L'harmonie de notre coutume repose sur un ensemble de règles. Les jeunes doivent les respecter et les comprendre. Weiwei et son mari Naoka ont 2 enfants. La femme est précieuse ici, car elle assure la descendance du clan de son mari. Les hommes n'ayant pas le droit d'épouser une femme de leur propre clan, ils doivent en trouver une de l'autre côté de la place du village, dans le clan d'en face. La coutume veut que la femme vienne habiter chez son mari, car il est interdit à l'homme de quitter son territoire. On dit que les femmes sont comme les oiseaux. Elles volent et construisent leur nid dans les arbres, chez les hommes. Weiwei a donc traversé la place du village pour venir s'installer sur les terres de Naoka. À Tana, l'une des coutumes importantes concerne l'échange des femmes. Lorsqu'un homme se marie, il donne une sœur en échange de la femme qu'il prend. Lorsqu'il n'en a pas, il cède sa première fille à naître au clan qui lui a fourni son épouse. Et s'il n'a pas de fille, il en adopte une pour l'offrir et rembourser sa dette. Les dettes de femmes ne s'oublient pas, même après bien des années. Les femmes lient à la terre, précieuses, car en nombre limité sur l'île, et vitales, car elles assurent la descendance. Comme les terres, on ne peut les céder. Elles sont donc échangées. Lors de son mariage, Weiwei a été échangée contre Mélène, la sœur de son mari. Mélène, elle, a épousé le frère de Weiwei. Elle a donc traversé la place du village dans l'autre sens pour s'installer parmi les membres du clan de son mari. Ce matin, Mélène rend visite à son père. Selon la coutume, elle lui apporte régulièrement des tubercules, des légumes, mais pas n'importe lesquels. À son tour, Weiwei offre des légumes à sa belle-sœur. Ces tubercules, des taros et une igname, sont sacrés car ils symbolisent l'alliance des 2 familles. Les échanges d'épouses se prolongent ainsi à travers des échanges de nourriture. Ces gestes renforcent les liens entre les clans. Lorsqu'une épouse est rejetée par son mari, elle rentre chez ses parents. L'échange est alors annulé, et la femme donnée en contrepartie retourne également dans sa famille de naissance. La séparation est une situation dramatique pour la mère, car elle doit laisser ses enfants à son mari. L'enfant appartient au clan paternel.
Presque tous les hommes et les femmes cultivent leur jardin. Ils ont ainsi de quoi nourrir leur famille. Sur le territoire de sa famille, Naoka possède un jardin riche et généreux. Naoka et sa femme Weiwei cultivent des ignames, des taros et du manioc. Ici, la terre est symbolique. Elle est considérée comme la mère du clan. Elle transmet la vie. Céder une part de sa terre, c'est céder une part de sa vie. C'est pourquoi, lors d'un mariage, on accorde à la nouvelle épouse la jouissance d'une parcelle de terre du clan de son mari. Weiwei cultive cette parcelle de terre depuis qu'elle est la femme de Naoka. Elle peut en conserver tous les fruits pour son usage personnel ou les utiliser pour nourrir sa famille. La parcelle de Weiwei est contiguë au jardin de son mari. Ils peuvent ainsi travailler ensemble. Si Naoka mourait, Weiwei pourrait construire une maison sur cette terre et continuer à subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. Koinim. Eminim. Ala ni midugulik. Hala kala hai hoi na ne ke. Tata mene he. Kasse he ya. Le laplap est le principal plat de la cuisine tanaise. Il s'agit de tubercules ou de bananes râpées et cuits à l'étouffée dans des feuilles de bananier. Selon les jours, Weiwei l'agrémente avec du jus de noix de coco, des petits morceaux de poulet ou de cochon. Weiwei ne fait pas de réserve de nourriture. Ici, on vit au jour le jour. Les légumes et les fruits se conservent beaucoup mieux dans la terre ou dans les arbres, et la viande ne craint rien tant qu'elle court à quatre pattes. L'île a une nature généreuse. Tout au long de l'année, les arbres offrent de grandes quantités de fruits. Des fruits locaux comme les vèles, les nangaïs, les bananes, mais aussi des fruits introduits sur l'île par les Occidentaux,
comme les pamplemousses, les mangues ou les papayes. Le chef Kalia est veuf et trop vieux pour cultiver seul son jardin. Son fils Naoka et sa belle-fille Weiwei s'occupent de lui et l'invitent à partager la plupart de leurs repas. Il n'y a pas d'école au village. Les chefs ne veulent pas en entendre parler. Dès leur plus jeune âge, garçons et filles suivent les aînés de leur propre sexe. Ils apprennent en observant et en écoutant. Les grands-pères paternels entretiennent des relations privilégiées avec leurs petits-fils, auxquels ils transmettent d'ailleurs leur nom. Lorsqu'un garçon hérite du nom de son grand-père, il hérite également de sa terre. À Tana, le nom est lié à la terre. Sans terre, on n'a pas de nom, et sans nom, on n'a pas d'identité. Aucune fonction sociale, on n'est personne. Les liens unissant les hommes à la terre sont si forts qu'ils disent être du même sang qu'elle. Depuis toujours, la tradition se transmet oralement. À la nuit venue, les pères racontent à leurs enfants les légendes afin de perpétuer l'histoire de l'île. Ce soir, le chef Kalia a choisi une histoire qui prévient les enfants du danger de s'aventurer hors du village. Écoutez-moi. Et plus tard, vous raconterez à votre tour cette histoire. Celle de deux garçons qui s'appelaient Kazaova et Itowa. Un jour, Kazaova dit à son ami « Viens avec moi jusqu'à la mer. Il y a de si beaux et bons poissons là-bas. Allons les pêcher pour les manger. On ne craint rien, c'est la marée basse. » Itowa refuse d'y aller et chante « Non, je ne te suivrai pas. » Kazaova entre seul dans la mer et se baigne. Mais un poulpe géant l'attrape par le pied. Kazaova appelle son ami au secours. Itowa crie « Pourquoi es-tu entré dans l'eau? Je t'avais dit de rester avec moi. » La mer monte et gronde. Le poulpe enserre sa proie. La mer recouvre bientôt Kazaova, qui disparaît dans les flots.
Aujourd'hui, même si la chasse n'est plus nécessaire à la survie, elle reste le loisir préféré des hommes. Ils adorent chasser la chauve-souris. C'est bien l'une des seules espèces qu'ils traquent, car il y a peu d'animaux sauvages à Tana. Chaque soir, après avoir discuté sur la place, les hommes du village boivent le kava, la boisson rituelle de la plupart des îles du Vanuatu. Elle est préparée à base de racines d'un petit arbuste cultivé dans tous les jardins. Son rôle est essentiel dans la coutume, car elle permet de sceller toutes les décisions. Le kava a des effets particuliers. Il rend les hommes euphoriques et pacifiques, mais il ne crée immense. Les hommes n'ont pas le droit de boire le kava tant qu'ils n'ont pas eu au moins 2 enfants, car les effets de la boisson les rendraient incapables de faire l'amour à leurs femmes. Ce sont leurs beaux-pères qui leur donnent l'autorisation d'en consommer, lorsqu'ils estiment le moment venu. Le kava contribue ainsi à limiter le nombre de naissances et à éviter la surpopulation sur l'île. À tour de rôle, en fin d'après-midi, les hommes apportent un pied de kava sur la place et le partagent entre eux. La coutume interdit strictement de montrer ou de parler de la préparation du kava, car les femmes doivent rester dans l'ignorance de sa fabrication. À Tana, la danse occupe une très grande place dans la vie quotidienne. Un maître de ballet l'enseigne aux enfants dès leur plus jeune âge.
Il existe différentes sortes de danses. Elles célèbrent les alliances entre les clans, la circoncision, la femme, la chasse, la guerre ou, comme ici, la fécondité des jardins. Danser, frapper la terre de ses pieds, c'est lui dire qu'on a besoin d'elle. Sandro attisen kaitiku kamin radikal mitean. Jangan kuda habis kom. Nah, boleh apa? Selagi. Lain. Tak. Aiden. Saya ada macam saja. Awal. Naik lah sudah. Cuma nak belak ni, lewat ni. Sampai belak semua ni tu. Belak. L'idéal pour un père de famille est d'avoir autant de garçons que de filles. Il peut ainsi échanger toutes ses filles et obtenir des épouses pour chacun de ses fils. Seulement voilà, c'est rarement le cas. Sans fille à échanger, un père a toujours la possibilité de donner une autre femme de son lignage pour marier son fils. Et si elles sont toutes mariées, son fils doit s'engager à céder sa première fille à naître. Cela a été le cas de Saouté, qui a été échangé contre sa mère à la fin de son sevrage. Ses nouveaux parents ne sont pas des inconnus. En fait, ce sont les